Bonjour et bienvenue à notre 11e balado collaboratif entre Polysécure et Cybercitoyen. Donc, comme à d'habitude, aujourd'hui, c'est moi qui anime et je suis accompagnée de Sam et de Nicolas Loïc. Donc, allô les garçons. Salut Catherine. Bonjour. Salut. Donc aujourd'hui, en fait, on vous en avait parlé un peu dans le dernier balado. On est un peu déçus parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de cartes de bingo qui sont sorties. Mais on voulait quand même prendre le temps de parler du sujet qu'on avait mentionné un peu dans son épisode précédent, qui était d'aller jaser un peu de tout ce qui tourne avec les impacts de l'IA. On avait parlé beaucoup des psychoses qui arrivaient, donc on voulait plonger un peu plus sur ce sujet-là. Mais d'aller voir aussi les autres conséquences auxquelles on pense peut-être un peu moins souvent quand on surutilise peut-être l'IA ou du moins qu'on fait pas trop attention. Je voulais commencer déjà par contre par une entrée en matière qui était de jaser de quelque chose qui s'appelle le ELISA Effect. Puis c'est un peu, je pense, ce qui explique potentiellement justement d'où découlent beaucoup de ces conséquences-là. C'est cet aspect-là qu'on a en tant qu'humain de peu attribuer des émotions, de l'empathie, etc. à des programmes informatiques, à des êtres inanimés. Je veux dire, on s'est tous déjà attachés à un objet là, quelconque, là, une peluche, une roche, peu importe. Mais c'est un peu le même principe, mais avec un programme informatique. Ça dépend à quel âge t'es rendu, là. Mais bon, c'est surtout une peluche ou encore plus une roche. Non, mais c'est une roche qui brille, là. Une belle roche, des fois, on peut s'attacher. Mais vous voyez ce que je veux dire. En ça gros, s'appelle une bague, point, ça. Mais c'est ce qu'on voit, en fait, c'est que les gens vont un peu parler à ces programmes-là, puis ils vont attribuer de l'empathie. En fait, ils vont s'imaginer que ChatGPT, par exemple, ou Claude, leur exprime de la vraie empathie de la même façon qu'un humain pourrait le faire. Puis c'est là que, essentiellement, les problèmes commencent. Voulez-vous me parler du problème dont on a pré-jasé avant l'entrevue qui vous avait le plus choqué déjà en partant? Ben, je pense avant de... Je vais mettre... Tu sais, en lisant un petit peu là, sur le sujet, ça m'a rappelé qu'il y a comme une distinction qu'il faut faire puis qu'on ne sait pas encore parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Là. Je pense ça fait 3 ans que ChatGPT est lancé, fait qu'on est vraiment au balbutiement de ça. Fait qu'on n'a pas vraiment tant que ça de connaissances, par exemple, sur les psychoses qui seraient induites par l'IA. Puis il y a une différence entre une psychose qui serait induite, donc causée par l'IA, puis une psychose qui serait exacerbée par l'IA. Fait que la différence, c'est par exemple, est-ce que l'IA peut causer des symptômes de psychose, donc de perte de lien avec la réalité, donc d'entendre des voix, d'imaginer des choses qui ne sont pas vraies, etc., chez des gens qui n'auraient pas eu ça s'il n'y avait pas eu l'IA. Parce que c'est pas la même chose que quelqu'un qui, par exemple, aurait fait une psychose, puis que ça l'a juste fait arriver plus vite, ou peut-être plus intensément, ou aggraver quelque chose qui était déjà là sous-jacent. Puis ça, c'est les cas à date dont on parle, mais souvent, les gens vont déjà avoir d'autres facteurs de risque. Ils vont soit avoir fait déjà plusieurs dépressions, avoir déjà eu des symptômes qui seraient proches, par exemple, de la schizophrénie ou de la maladie bipolaire, ou avoir des problèmes de consommation. Tout ça. Fait que tu dis, c'est quelle partie qui est causée par l'IA ou qui est comme aggravée par l'IA? Il y a ça qu'il faut un peu se rappeler. Là, on n'est pas tout le temps très bon, ou en tout cas, ça prend du temps des fois avant de pouvoir vraiment prouver la causalité de quelque chose comme l'IA ou comme, je sais pas moi, le pot, par exemple. Est-ce que jouer à Grand Theft Auto te rend violent, etc. Oui, mais déjà, la démarche scientifique, puis on l'appuie là-dessus, ça prend plusieurs années, surtout dans des contextes où c'est l'humain qui est regardé dans les recherches. On va parler de 10, 15, 20 ans de données pour arriver à des conclusions qui commencent à avoir un appui scientifique robuste. Là, on est juste à 3 ans. Je suis pas sûr que les études scientifiques ont commencé il y a 3 ans. Les études scientifiques ont commencé à s'y intéresser quand on a commencé à avoir des cas anecdotiques d'éléments de psychose ou d'éléments un peu étranges chez l'humain par rapport à la machine, ou un peu, moi, la façon que je nomme ça, l'anthropomorphisme qu'on a avec ça, de donner le fait que la machine ou le programme ou peu importe
a un esprit, une volonté propre. Quand dans les faits, ça ne l'a pas. Puis on peut juste regarder les gens dans le trafic le matin. Mais il y a beaucoup d'anthropomorphisme sur les autres véhicules, comme les autres véhicules ayant une personnalité. Quand dans les faits, c'est juste le trafic. Là, on se calme et il n'y a pas d'éléments particuliers qui s'y rattachent. C'est pas vrai. Les Cybertrucks qui ont une personnalité, là, ça. Mais dans ce que j'avais lu, il y avait quand même 2 facteurs de risque là, que j'ai quand même trouvé intéressant. Parce que si, par exemple, dans notre entourage, on a quelqu'un puis qu'on s'inquiète de son utilisation de l'IA, il y a l'effet ELISA dont tu parlais, Kat, donc de voir l'IA comme étant une personne. Mais encore plus que ça, il parlait de la déification. Donc, de voir ça comme une intelligence supérieure, comme quelque chose qui est comme, qui sait tout, qui comprend des choses mieux que quiconque, etc. Ça, c'était comme un gros facteur de risque. Puis l'autre, c'était vraiment la dose. Fait que le temps que tu passes avec ton chatbot, là, donc souvent au détriment d'autres contacts humains. Fait que, l'isolement, puis d'être tout seul dans ta chambre à parler avec un chatbot pendant des heures, ben ça, c'est inquiétant. C'est là qu'on voit comme plus justement, de cas de psychose, soit induite ou causée ou exacerbée là, par l'IA. Mais est-ce qu'on peut faire des parallèles avec des choses qui existent déjà, comme genre les adolescents qui s'isolent à des jeux vidéo, par exemple, ou on a déjà quand même un certain corpus de connaissances ou de temps dans lesquels ça existe, plus que ça l'existait avant. Il y en a beaucoup d'éléments d'isolement où on est capable de faire des liens au minimum de corrélation, si c'est pas de causation, de l'effet de solitude, par exemple, qui soit induite ou environnementale. Ben, sur la santé mentale en général, oui. Vas-y, Catherine. Mais on a des anecdotes où est-ce qu'il y a des cas qui ont été racontés par des proches, etc., où est-ce que, oui, la personne avait un moment d'isolation, mais c'est pas parce que tu as un moment d'isolation que ça l'escalade nécessairement. Puis, ChatGPT devient un peu genre ou n'importe quel autre, peu importe, companion AI qui est utilisé, devient un peu un gateway drug. Essentiellement, que si tu avais eu ce moment-là d'isolation toute seule chez vous, éventuellement, tu serais sorti, le barista t'aurait fait un sourire en te servant ton café, puis tu t'aurais passé par-dessus. Mais comme t'as pas ce moment-là, tu te retrouves à aller chercher ce confort-là sur, par exemple, un IA. Puis là, ben, l'IA va aller te réconforter. Puis, ce que j'avais eu une couple d'entrevues là, de proches ou sur un subreddit justement qui sert à supporter les proches de gens qui ont été un peu perdus dans ce genre de IA-là, c'est que la personne, en fait, se fait convaincre par l'IA à travers justement on sait que les IA sont un peu psychophantes dans leur façon de faire, que non, t'as raison, c'est les autres qui ont tort, t'aurais dû répondre ça, laisse-toi pas faire, c'est correct de mettre tes boundaries, puis éventuellement, la personne se fait conforter dans des comportements qui vont l'isoler encore plus. Puis, Sam, tu parlais justement de ce concept-là qu'il y a beaucoup de gens qui vont percevoir que l'IA, c'est pas, dans leur tête, c'est pas juste des mots qui font du sens statistiquement ensemble, c'est comme un déity, quasiment, là. C'est comme un dieu tout puissant, tout savant, essentiellement, et donc, ils vont accorder beaucoup de valeur au conseil que l'IA va donner, et ça va faire que, justement, quand l'IA dit, genre, non, tu devrais couper cette personne-là de ta vie, t'as raison, c'est elle qui était dans le tort, ben, ça va les réconforter, puis ça va accélérer les choses. J'entends un culte ou j'entends des groupes de radicalisation. C'est ce que ça sonne, ce que tu viens de relater, c'est exactement les stratégies qu'on voit dans les groupes, soit les cultes ou les radicalisations, où justement, tu vas couper les liens avec la famille, tu vas créer un isolement artificiel et tu vas mettre quelqu'un, dans ce cas-ci un être humain, sur un piédestal et celui-ci te comprend, exactement comme on trouve dans les mêmes stratégies comme ça. Fait que c'est en ce sens un peu épeurant de savoir que le AI nous amène sur des stratégies utilisées par des groupes qu'on essaie de pas trop fréquenter parce qu'ils sont un peu toxiques. Je sais que je lisais un des cas particulièrement qui m'avait donné un peu froid dans le dos, puis c'est un cas super tragique d'un jeune qui s'était suicidé. Puis le parent relatait justement que vers la fin, en fait, les dernières conversations entre le jeune homme puis l'IA challengeait en fait le jeune d'aller jusqu'au bout pour démontrer sa détermination puis sa volonté.
Puis c'est un peu fou de penser qu'il n'y a pas de pare-feu essentiellement par rapport à ce genre de choses-là. Puis, tu sais, c'est un peu l'histoire de la poule et l'œuf. Là. Obviously, si t'es pas déjà vulnérable, tu vas pas lui demander des conseils de santé mentale à un IA. Mais il y a quand même un effet accélérateur, j'ai l'impression. C'est comme de l'huile sur le feu plus qu'une vraie aide. C'est inquiétant pour moi parce que je sais que il y a de la difficulté en ce moment au niveau de la santé mentale d'aller chercher de l'aide. Puis pas juste au Canada, là, partout un peu dans le monde, c'est les mêmes enjeux où est-ce qu'il y a pas assez de ressources, ça coûte cher, les gens sont mal pris. Puis il y a beaucoup de compagnies qui nous proposent ce genre d'outils-là pour nous accompagner ou qui vont indiquer que il y a un thérapeute IA, un compagnon IA, tu te sens seul amoureusement, mais tu peux avoir une blonde IA si tu veux. Pour aller un peu mettre l'effet band-aid par-dessus. Puis dans les faits, est-ce que c'est un band-aid ou est-ce que c'est une façon certaine d'infester une plaie déjà ouverte chez quelqu'un essentiellement? C'est une bonne question. Mais tu sais, même OpenAI, je pense que c'est en octobre, je pense qu'on l'avait peut-être mentionné au dernier épisode, là, mais eux-mêmes, dans leur audit interne, ils ont regardé un peu les prompts et les façons que les utilisateurs utilisaient leurs outils. Puis ils parlaient qu'il y avait, je pense que c'est 0,07% qui montraient des signes peut-être d'urgence, comme de psychose, là, de choses comme graves. Puis je pense que c'est 0,15% là, qu'il y avait des indicateurs comme quoi qui contemplaient le suicide, qu'il y a des plans suicidaires. Fait que c'est quand même des très 0,15%. Fait que c'est comme 0,1%. Fait que c'est en termes de pourcentage, c'est petit, mais ChatGPT a déjà eu jusqu'à 800 millions d'utilisateurs actifs dans une semaine. Fait que dans le BMJ, qui est le British Medical Journal, il parle de 1,2 million d'utilisateurs qui ont considéré le suicide, puis 560 000 qui ont montré des signes de psychose à la grandeur de la planète. Là. Mais ça montre quand même que ben, c'est minime en termes de pourcentage, mais c'est énorme en chiffre absolu. C'est pour ça que les chiffres, c'est compliqué. Mais ça montre quand même qu'il y a des gens qui souffrent, puis que ces gens-là vont utiliser ces outils-là qui ne sont pas nécessairement faits pour ça. Pour dire le moins. Effectivement. Puis, je me souviens qu'on avait parlé justement de cet article-là, initialement, qui était parti, qui était dans The Guardian de mémoire. Puis, il parlait même dans l'article que même quand on demande à ChatGPT ou autre, peu importe, de ne pas être sycophante, de disapprove, disagree with me. Au final, le fait que le feeling que ça fait dans le cerveau, c'est la façon que ça titille, le fait de se sentir moins seul, l'effet reste pareil au final, puis ça reste potentiellement addictif, ça reste potentiellement quelque chose qui peut un peu agir un peu comme l'équivalent de se mettre la manche dans un engrenage, essentiellement, puis qui peut nous emmener à des endroits un peu plus sombres. Puis encore une fois, c'est anecdotique, mais pendant qu'on faisait les recherches pour l'épisode, je suis tombée sur la page Wikipédia de tous les cas un peu là, qui ont été relevés déjà de meurtre et ou de suicide, de mort, en fait, essentiellement associés directement à un IA. Puis considérant que c'est quelque chose de relativement tout jeune comme technologie, honnêtement, la liste, elle est quand même longue. Il y a beaucoup qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a beaucoup de bruit. Le monde partage beaucoup. On est dans un univers où l'IA nous amène à vouloir plaire davantage, que ça amplifie beaucoup de travers humains. Là, on parle des problèmes de psychose ou des potentiellement suicides, ça va amplifier. Et ça va amplifier aussi les gens qui veulent montrer, ça va amplifier les slop AI, le fait que les gens veulent montrer qu'ils sont meilleurs, tout ça. C'est comme une espèce d'accélérateur à des travers humains qui nous amène pas à la bonne place. Puis quand c'est dans du côté plus sombre, dans des psychoses, par exemple, ben, effectivement, j'ai aucun doute que la liste est longue. Et longue parce qu'on le regarde beaucoup, on le recherche beaucoup. Il y a comme une espèce de microcosme ou d'attitude de genre c'est-tu toi qui va tomber ou c'est comme un peu étrange comme vibe que je vois, là, mais non comme vibe coding, mais comme sensation. Là. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais justement, tu parlais de show-off, etc. Ça nous emmène un peu tranquillement vers le deuxième aspect, une autre conséquence. Puis c'est des choses sur lesquelles on a un peu plus de recherches concrètes qui ont commencé à être faites. Du moins, une étude de mémoire du MIT qui était sortie par rapport à l'impact de l'utilisation de ces outils-là sur la paresse intellectuelle et la créativité.
Nicolas Lewick, toi aussi, tu es enseignant à l'université. Je suis certain que tu es confronté à la réalité que tes étudiants utilisent allègrement les IA, même si on leur dit de ne pas le faire. Sam, tu avais référé beaucoup aussi là, à l'étude, tu nous en avais parlé en pré-enregistrement. Je veux savoir votre opinion là-dessus. Premièrement, cette étude-là n'a pas été publiée dans une revue par les pairs. Tu sais, comme souvent, tu sais, il y a plusieurs catégories de revues. Tu as des revues Mickey Mouse, que c'est toi qui payes pour être dedans puis qui valent pas grand-chose. Tu as des revues où que quand tu vas être publié là-dedans, c'est que d'autres gens de ton domaine qui vont avoir lu l'article, qui vont avoir tapé dessus ou dit ça marche pas, etc. Donc, ceux-là, souvent, sont plus robustes. Là, on peut plus se fier. Puis, en ce moment, c'est que ces articles-là, puis l'autre aussi que j'ai trouvé, c'est tous des articles en pré-publication. Fait que c'est des articles qui ont été soumis à des revues, mais qui ne sont pas encore publiés tels quels. Fait que c'est ça. Donc, il faut prendre ça quand même avec un grain de sel, mais c'est quand même intéressant. C'est le GMIT là, de Natalia Kosmina et Hall. Eux, ce qu'ils ont fait, là, c'est qu'ils voulaient voir un peu l'effet sur l'écriture, sur la créativité, puis la capacité d'écrire un petit texte. Fait que les gens avaient une vingtaine de minutes pour écrire un essai, puis c'était des sujets quand même assez vastes, là, comme genre, que pensez-vous de la philanthropie? Est-ce que les gens qui ont de l'argent devraient être responsables d'aider les gens qui en ont moins, par exemple? Pensez-vous que d'avoir trop de choix ni à la possibilité de faire des choix? Tu sais, des trucs un peu généraux là, que les gens peuvent se faire une opinion là-dessus. Puis après leurs 20 minutes d'écriture, ben là, il y avait une entrevue avec un assistant de recherche qui leur posait des questions là, sur le texte qu'il venait d'écrire. Fait qu'il y avait 3 groupes. Il y avait un groupe qui utilisait un langage, un LLM, là, un modèle de langage. Tu avais un groupe qui avait le droit d'utiliser un moteur de recherche, genre Google, puis l'autre qui l'appelait cerveau seulement. Fait qu'eux autres, ils utilisaient comme rien. Là, il y avait un papier, un crayon, puis vas-y, écris. Puis pendant qu'il écrivait, il y avait un EEG. Ça, c'est en gros, c'est tu as des petits us puis des fils là, plugués sur ton crâne, puis on mesure l'activité électrique de ton cerveau. Puis les gens il y avait comme 3 séances. Fait que, genre, tu écrivais genre le groupe LLM, par exemple, il faisait 3 fois avec le LLM. La même chose, cerveau seulement 3 fois. Puis la 4e fois, mais là, le cerveau seulement, puis le LM switchait de place. Fait que ceux qui avaient eu cerveau seulement, ben, ils utilisaient le LLM, donc le ChatGPT, le Claude pour le dernier. Puis ceux qui avaient utilisé le LLM, les 3 premières, ben, ils utilisaient maintenant que tu es rendu paresseux, voici une feuille de papier, puis débrouille-toi. Donc, ce qui est quand même fascinant dans cette étude-là, c'est que vraiment au niveau électrique, ils ont quand même noté, c'est un petit groupe, là. Il y a une 50aine de personnes qui ont été étudiées là, dans cette étude-là. Fait que ça aussi, c'est un des aspects peut-être plus faibles de l'étude. Mais il y avait moins de connectivité entre différentes parties du cerveau chez les gens qui utilisaient le LLM. Il y en avait un peu plus chez ceux qui utilisaient les ChatGPT, utilisaient le moteur de recherche, puis le plus qu'il y en avait, c'est ceux qui utilisaient juste leur cerveau. L'autre chose qui était vraiment flagrante, c'est qu'il y avait moins de rappels, dans le sens, capter, une des questions qu'on pose après, c'est peux-tu nous citer une phrase que tu as écrite dans ton texte? À ceux qui l'avaient écrit étaient capables, ceux qui avaient utilisé l'IA étaient incapables. Comme à peu près 80-90% étaient incapables de citer une phrase qu'ils avaient dans leur texte. Et l'autre chose, c'est que les textes étaient très homogènes. Comme dans le groupe IA, tout le monde avait sensiblement la même opinion sur des sujets où que, ben, de base, on ne devrait pas tous avoir la même opinion parce que c'était comme un genre de sujet. C'est pas des trucs un peu très tranchés, là, où que, je sais pas moi, devrait-on manger des bébés? La plupart des gens vont écrire la même chose dans leur essai, alors que là, ben, c'est des choses que tu peux t'attendre à avoir des différences d'opinion. Et c'est ça, fait que des textes très homogènes. C'est quand même intéressant. Puis après, on va. En tout cas, j'ai d'autres affaires sur le echo chamber, là, mais c'est quand même fascinant. Interesting. Ouais, oui. Je vais basculer sur le volet étudiant parce que tu sais ça, tu m'as poké là-dessus. Moi, je l'aborde de façon, je sais qu'ils l'utilisent. Fait que je règle le problème à la base. Je sais qu'ils vont l'utiliser et je tends des pièges. Et je m'assure, pas des pièges comme on voit dans les journaux où je mets quelque chose en blanc sur fond blanc. Moi, je mets des pièges, je sais que la résolution ne sera pas évidente ou va les mener au mauvais endroit, qui va exiger la réflexion préalable pour que le LLM donne le bon résultat
et un peu dans la même lignée qui est faite là, mais moi, c'est pas une étude scientifique, là, j'ai pas des cas répétés, et les amener au fait que je sais que l'IA va donner le mauvais résultat. De toute façon, parce qu'il va être homogène, il va dans une zone particulière. Et ce que moi, je cherche, c'est ailleurs de ça. Mais je sais que vous l'allez l'utiliser, mais faites attention. Là, puis j'y repère tout. Puis ensuite, ensuite, je leur donne un cours. Je leur fais pas la morale, mais je le sens, je le fais, bon, voici, je vous ai attrapé, voici pourquoi, voici qu'est-ce que vous auriez dû faire. Et un peu la démonstration que c'était pas la connaissance au départ. Le LLM te donnera pas la connaissance, c'est ta capacité d'analyse que tu n'as pas. Ça ne supplée pas à ta capacité d'analyse. Ça va l'accélérer, ça va l'améliorer, mais ça ne supplée pas du tout à ta capacité d'analyse. Fait que si t'es pas capable d'analyser, si t'es pas capable toi-même de te former de ta propre idée, justement pour un peu rebondir sur ce que ça me disait, les textes sont homogènes, c'est parce que littéralement le prompt est très court. Un texte ne sera pas homogène, c'est-à-dire que là, t'as écrit un draft, puis ensuite tu l'as soumis, et là, il te l'a amélioré. Là, tu vas avoir des textes qui vont être beaucoup plus divergents que si tu fais juste dire écris-moi un texte sur telle affaire. Là, il va te sortir quelque chose d'ultra. Puis peut-être t'halluciner aussi par ailleurs. Là, dès que tu lances une question trop vague, il va halluciner parce que. Puis à terme, je pense pas que c'est tant de l'hallucination que c'est de l'imagination comme on le voit chez les humains. T'sais. Là, tu dis invente-moi un texte là-dessus, puis il va partir sur une ballonne comme n'importe quel humain que tu lui demandes d'inventer quelque chose, à la limite. Là. C'est quelque chose que je remarquais aussi, c'est l'homogénéité de justement les travaux que moi je fais faire mes étudiants sont beaucoup, c'est des travaux où est-ce qu'il faut faire un projet créatif et stratégique. Puis je vous confirme que l'IA est pas particulièrement douée pour faire ce genre de choses-là en partant. Fait que tu sais, des gens partant, je leur dis, tu sais, l'IA vous fera pas quelque chose de bon parce que l'IA est pas capable de faire de la stratégie, est pas capable de faire de la créativité. Ça fonctionnera pas. Don't do it. Ils le font quand même. Puis une des anomalies qui était très drôle que j'avais remarqué dans les dernières sessions, c'est que je leur demande de faire une analyse pour justifier leur stratégie, qui est basée sur un concept qui s'appelle le PESTEL, politique, économique, socio, techno, écologique, légal. Dans le fond, pour cibler chacun des macro-environnements. Et l'IA, il n'arrive pas à comprendre le concept de PESTEL, et donc il invente un concept d'analyse d'enjeux politiques et moraux. Essentiellement, il conçoit que l'acronyme, le premier mot, c'est politique, puis comme il bug. Mais là, j'avais sur une vingtaine de groupes, 12 étudiants qui me sortent une analyse politique et morale. Que j'ai jamais dit le mot moral dans le cours. D'aucune façon. Je sais pas d'où est-ce que ça sort, mais l'IA a systématiquement halluciné ce concept-là pour le cours. Je trouvais ça complètement fascinant. Puis il y a aucun de ces étudiants-là qui se sont questionnés sur ça sort d'où ça? Il me semble que Mme Catherine n'a pas parlé de ça dans le cours, non. Mais justement, cette idée de créativité-là, de manque de créativité-là, de paresse intellectuelle-là, on la voit aussi beaucoup. J'ai des amis qui sont à l'école primaire, puis elles me parlaient justement que s'ils ont des forums de discussion entre enseignantes au primaire, à quel point les étudiants paniquent dès qu'ils ont des textes un peu trop longs à écrire. Mais le trop long est rendu quelques centaines de mots à peine. Puis je sais pas si vous vous rappelez, mais des dissertations de 2500 mots, là, c'est comme let's go à la main là, avec le crayon à la mine, puis là t'écris, puis t'as des crampes. Mais là, 200 à 500 mots, c'est rendu trop, c'est rendu paniquant. Puis c'est probablement causé par le fait que ils sont plus habitués d'écrire parce que tous ces textes-là un peu courts, ils les font écrire tout simplement par la machine. Puis là, si t'es confronté à il faut que tu l'écrives toi-même, c'est overwhelming que le premier texte que tu écris en 1 an et demi, peut-être, tout d'un coup, tu dois l'écrire comme tu vas écrire 800 mots toute seule. Peut-être que c'est trop. Fait que moi, ça m'inquiète beaucoup à ce niveau-là, de voir justement comment est-ce que les étudiants. Tu dois le voir aussi, Nicolas Louic. Ça fait quelques sessions, ça fait quelques années que tu enseignes. J'ai quand même cette impression-là de le voir que mes étudiants résistent de plus en plus à la charge de travail qui, les premières fois que je donnais le cours, c'était pas du tout un enjeu. Puis plus que les sessions, plus que les années avancent, plus que j'ai des mentions de c'est trop long, il y a trop de questions, il y a trop de choses à écrire, il y a trop de travaux à faire. Pourtant, le cours ne fait que rapetisser depuis. Je dois parler plus lentement parce que sinon je parle trop vite. C'est pour moi le signe que j'ai
que sont plus capables d'absorber, je dois ralentir ma vitesse de delivery pour qu'ils soient capables de saisir. Celle-là, ça m'a surpris. Ils écoutent des vidéos en 2 fois là, sur YouTube, ils sont habitués d'entendre des gens faire. Ouais, mais s'il n'y a pas de contenu dans ce que tu dis, à 2 fois la vitesse, c'est pas grave. Mais quand que tu commences à avoir du contenu, du vrai contenu, là, à 2 fois la vitesse, ça commence à te corser, là. Puis, c'est ça, je suis capable d'écouter Mathieu Bock-Côté à 2 fois la vitesse, même 3 fois la vitesse des fois. Mais un tutoriel de codage, faut que je le remette à normal parce que là, il y a. Le jab gratuit. C'est pas gratuit du tout. La dernière fois, c'était Facal. Aujourd'hui, c'est Bock-Côté. Hein? C'est le tour de Québécois. Mais ça revient toujours au contexte. S'il y a du contenu, puis le AI aussi amène ce problème-là, c'est que les gens ne livrent plus de contenu. Ils livrent juste la substance, ils remplissent. Et le remplissage, et c'est une des raisons pourquoi j'écoute mes podcasts à 2 fois 5 la vitesse, c'est que il n'y a pas suffisamment de contenu qui est dit, pas assez de substance. Donc, pour que la substance, elle arrive à la vitesse que je trouve acceptable, il faut que les gens parlent à cette vitesse-là. Mais si, effectivement, il y a certains podcasts où l'intensité du contenu qui m'est livré est tellement haute, j'ai pas le choix, je peux dire retourner à la vitesse normale, puis sinon, je serais juste pas capable de suivre parce que là, il y a de l'intensité. Puis si on a oublié cet élément-là, je pense que les gens se complaisent dans cette espèce de bruit, mais qu'il n'y a pas de substance réelle dans le bruit qu'on entend. On a juste du feeling, là. Un peu comme dans la bouffe, un peu comme dans tout. C'est du feeling, c'est content. C'est confortable, du feeling. C'est tout doux, c'est soyeux. Mais à la fin de la journée, surtout quand j'écoute des podcasts, c'est pour alimenter mon contenu. Si je veux quelque chose de substantiel, de substantatif. Dans l'article, la partie intéressante de ce texte-là, c'est un peu l'intro, où ils font un peu, tu sais, d'habitude dans les études scientifiques, là, il y a comme un genre de mise en place où ils vont résumer les autres recherches là, sur le sujet. Puis il y a quand même pas mal de trucs sur l'IA et l'éducation, ou plutôt sur l'apprentissage, pas tant sur l'éducation, mais sur l'apprentissage. Puis il y a quand même des trucs positifs, puis tu sais, ils font quand même plusieurs distinctions entre, par exemple, des gens qui ont beaucoup de capacité à organiser ou à s'auto-organiser, qui vont être capables de l'utiliser versus ceux qui ont plus de difficultés. Puis là, quand ils l'utilisent, ben, souvent, vont avoir plus de difficultés. Mais un des termes qui revenait, c'était cognitive debt ou la dette cognitive. Donc, c'est l'idée de ne pas faire un effort maintenant, mais d'être obligé de payer pour plus tard parce que tu n'as pas appris à faire les tâches difficiles. Puis, par exemple, juste dans leur exemple, dans leur étude, ils ont comparé, par exemple, l'IA puis le moteur de recherche. Mais quand même, dans le moteur de recherche, tu es quand même obligé de trier l'information. Tu regardes, ce résultat, il est bon, lui, il n'est pas bon, ça, c'est fiable, ça, c'est de la boîte. Alors que dans la façon que l'IA te donne l'information, tout est égal, tout est présenté comme étant vrai. Donc, ça va diminuer ta charge cognitive. Donc, ça va être moins... Tu n'es pas en train de filtrer de l'information. Fait que oui, ça peut être plus agréable. Tu as l'impression d'être plus efficace, d'être plus concentré. Mais tu ne fais pas l'effort de pensée critique. Donc, c'était un des désavantages qui voit... Comme l'avantage, c'est de diminuer ta charge mentale. Fait que ça peut te permettre, par exemple, quand c'est dans un contexte très clair, ça peut te permettre d'être plus efficace plus longtemps, moins fatigué, par exemple, d'augmenter ta productivité. Mais le côté négatif, c'est que dans beaucoup d'autres tâches, c'est que justement là, tu ne t'exerces pas des fonctions qui ne sont pas innées. Tu sais, c'est pas inné d'avoir une pensée critique. C'est pas inné d'être capable de lire et résumer un texte. Pour ça, même, c'est bon pour résumer. Oui, mais apprendre à résumer, c'est important d'être capable de lire un truc, de comprendre qu'est-ce qui est important là-dedans, puis d'en extraire ce qui est important. C'est de décider, entre toutes ces informations-là, c'est ça qui est important. Déléguer ça, en tout cas, on paye pour finalement là, en termes de capacité. Tête cognitive, c'était quand même un concept intéressant, oui. Oui, puis il y a l'autre aspect aussi. Parce que ça, c'est de la lecture rapide. Il faut apprendre à lire rapidement. Ça, c'est la job de l'université, c'est de faire apprendre à lire rapidement. C'est vraiment la seule et unique job. Il faut t'apprendre à lire des quantités
phénoménal de documents. Puis là, on a Sam qui a fait de la médecine, ça doit être encore pire que tous les autres domaines. La quantité d'informations que tu dois cramer dans ton cerveau, donc d'être capable de repérer la bonne information que tu dois et de faire ça. Donc, c'est être capable de discriminer ce que tu lis pour ce qui est pertinent et ce qui est pas pertinent. Donc, de faire un résumé sur des éléments comme ça. Si tu ne passes pas à travers des masses de documents, tu ne l'as pas, cette capacité-là. Tu n'es pas capable de repérer ce qui est utile dans un texte. Et ce n'est qu'avec la lecture et l'habitude que tu es capable de faire ce genre de choses-là, ou laquelle, en général, je vais repérer l'information utile. Puis ça me choque, on en a parlé dans le pre-show, de tomber sur un texte écrit par du AI parce que la façon qui est constituée, c'est à la fois plus facile et plus difficile de retrouver ce qui est important. Puis généralement, il n'y a rien d'important dans le texte. Fait que là, tu es juste choqué parce qu'il n'y a rien d'important dans le texte. Si tu passes à travers, c'est comme un coup d'épée dans l'autre. C'est comme, c'est quoi ce texte? Ça servait à quoi? Pourquoi j'ai lu ça? T'as cet effet-là. Et t'as l'autre aspect aussi d'épuisement cognitif. Là, tu parlais de dette cognitive parce que tu l'as pas entraîné. Et l'autre aspect, puis on le voit beaucoup avec le vibe coding, notamment parce qu'ils l'ont regardé beaucoup dans cet univers-là, où tu ne deviens qu'un superviseur de l'AI. Fait que la fonction de l'humain n'est plus une fonction de production, de création. On vient une fonction de supervision. Et ça nous donne l'impression d'être capable d'absorber, de processer beaucoup plus de contenu et donc de générer plus de texte, plus de code, plus peu importe ce qu'on génère. Mais l'effort cognitif qui est exigé au cerveau demeure le même. Donc, si on génère 5 fois plus de contenu, on épuise 5 fois plus vite notre capacité cognitive. Donc, le danger du burn-out est beaucoup plus important parce qu'on va trouver un épuisement beaucoup plus rapidement. Avec l'illusion qu'on a été plus rapide parce qu'on a produit les AI, nous a aidé de ça. Le réel, on demeure des humains à travers ce processus-là, malgré tout. Et bref, le vibe coding, là, on est en train de se rendre compte que c'était justement, c'est une mode, ça va passer. Mais on expérimente avec l'humain. Alors, ça énormément ça. Puis c'est ça aussi qui m'agace. On fait des tests live avec des humains sans savoir c'est quoi les effets. On parlait de paresse, mais il y en a plein d'autres éléments qui vont émerger de travers qui vont nous sauter en pleine face dans les prochaines années ou c'est la prochaine année. Là. Et en dehors de ces enjeux-là, on en arrive dans et tous les autres petits enjeux qu'on parle moins. Enjeux de privé, on s'entend que peu importe avant ce que de... oui. Juste parce que sur la créativité, il y en avait une autre que j'avais trouvée. Ça, c'était à Santa Clara en 2024, c'est plus récent. Encore une fois, un truc en pré-publication. Puis là aussi, il demandait aux gens de parler, par exemple, de leur culture, puis ils comparaient, si je me rappelle bien, là, comme des Nord-Américains avec des personnes du Japon. Puis ceux qui utilisaient l'LM arrivaient avec comme la même nourriture qu'ils aimaient, avec les mêmes trucs préférés et tout ça. Il y avait vraiment une homogénéisation, même comme des réponses qu'ils donnaient là, aux questions. Puis là-dedans, un des chercheurs ou des personnes qui étaient citées dans l'article là, qui était publié dans le New Yorker là-dessus, parlait que le problème, c'est que c'est pas l'humain qui influence la machine, c'est qu'au fur et à mesure, tes prompts, c'est la machine qui influence l'humain. C'est comme si c'était tout le temps quelqu'un qui, derrière toi, qui disait non, écris-le de même, ça va être mieux, écris-le de même, ça va être de mieux, écris-le de même, ça va être mieux. Puis qu'on homogénise, puis on ramène tout vers la moyenne, parce que la réponse doit plaire à tout le monde qui utilise cette machine-là. Fait que faut que ça reste un truc bien, bien moyen. Puis qu'il y a comme un risque d'homogénéisation même des idées de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut voir, etc. Parce que à force de l'utiliser puis de s'en servir pour écrire des articles, pour publier du contenu, etc. Là. Puis peut-être pour terminer sur les études, il y en avait une, parce que tu parlais de vibe coding, qui moi me fascine, puis encore une fois, ça va en prendre d'autres. Plus d'études, elle aussi, elle est encore en pré-publication. Mais eux, ils ont fait un truc qui donnait des programmeurs des outils d'AI, puis il y avait un groupe qui n'en avait pas. Puis eux, avant, ils leur demandaient, d'après toi, tu sauves combien de temps en utilisant ça? Puis là, les développeurs disaient, moi, je sauve au moins 20% de mon temps là, en utilisant ça, ou 25%. Je vais 25% plus vite avec ça. Puis, ce qu'ils ont vu, c'est que en réalité, il allait presque 20% moins vite que ceux qui n'utilisaient pas les outils d'AI. Ils étaient moins productifs dans leur étude que ceux qui l'utilisaient, mais qui étaient convaincus qu'ils allaient plus vite.
malgré le fait fait qu'il y a un biais. On est très mauvais comme humain pour même s'auto-évaluer. Et c'est ça. Là, c'est sûr que comme même les chercheuses dans cette étude-là disent il faut qu'on regarde d'autres choses. On ne comprend pas nécessairement pourquoi il y a cette différence-là. C'est-tu nous qui sous-estimons? Est-ce que les outils d'AI surestiment leur capacité? Il faudrait pousser ça plus loin, mais c'est quand même fascinant de voir c'est ça, la différence entre la perception qu'on a et la réalité là, de ce qui sort quand on met c'est ça, quand on le mesure pour vrai. Oui, ça va être intéressant tout ça. Puis de ce que je vois, puis la distinction est probablement importante. Si tu as un professionnel c'est son travail de faire du code ou peu importe, il utilise le AI versus c'est quelqu'un qui est un amateur ou quelqu'un qui n'est pas professionnel dans le domaine, la lecture sur comment ça fonctionne est très différente. Les juniors vont avoir tendance à surestimer leur capacité, mais c'est de tout temps que c'est comme ça. Fait que si on leur donne un AI en plus, ils vont surestimer comme des fous. Quand dans le réel, c'est pas comme ça. Et la plupart du monde qui m'entoure, qui sont des professionnels dans du code, qui ont commencé à toucher avec du vibe coding, ça les a énervés très rapidement parce qu'ils se retrouvaient à devoir à contrôler un enfant de 5 ans qui écrivait du code à leur place et finalement, ils doivent réécrire l'essentiel du code qui est écrit par l'enfant de 5 ans parce que, à part écrire du code qui fonctionne, ça n'atteint pas l'objectif qui est recherché et ça allait créer une frustration très grande chez les professionnels. Et eux, mais c'est une catégorie très spécifique de jeunes, n'auront pas tendance à surestimer à 25%, mais les autres vont avoir tendance, puis le mime ou la blague qui circule, c'est tous les chargés de projet qui pensent qu'ils sont super bons, justement. Puis moi, si je codais à la place du codeur, j'irais plus vite que lui. Ben, c'est eux qui tombent dans le panneau les premiers du AI. Il va m'aider, moi, je vais être meilleur que le codeur, je vais lui montrer comment ça marche. Moi, je le sais. Moi, je suis un chargé de projet, je sais comment faire du code. Bref. Bon, là, hate contre les chargés de projet, c'est tellement typique. Ça y est. Eh ben, c'est l'expérience qui parle, disons. Mais en dehors, justement, de ça, il y a tous les autres petits effets, conséquences qu'on pense pas nécessairement en premier. Entre autres, tout ce qui touche la vie privée. On vous le rappelle que ce que vous rentrez dans un outil de génération de langage n'est pas protégé au même titre que ce que vous diriez à votre thérapeute ou à votre avocat. Donc, il y a des enjeux à ce niveau-là. D'ailleurs, j'avais lu un article très intéressant sur Wired récemment que les fraudeurs faisaient maintenant de l'impersonnification de gens de la justice. Donc, ça faisait partie d'un policier pour faire des demandes d'informations aux grandes entreprises de technologie. Puis comme c'est souvent des demandes urgentes, là, comme il y a quelqu'un dont sa fille est en danger, j'ai vraiment besoin d'avoir son adresse IP, son adresse, etc. Ben les entreprises de technologie fournissaient l'information avec les conséquences que je vous laisse imaginer par rapport à ça. Donc sachez que ce que vous dites sur ChatGPT, les confessions intimes et profonde pourrait potentiellement être récoltée par un fraudeur qui impersonnifiait une personne des forces de l'ordre avec un faux mandat et pourrait réquisitionner éventuellement cette information-là et s'en servir contre vous. Donc, si jamais vous avez commis des crimes dernièrement, c'est pas une bonne idée de les confier à ChatGPT. On vous confirme. On le mentionne comme ça, parenthèse. Conspirait pas contre la royauté, la monarchie sur ChatGPT, ça c'est pas une bonne idée. Utiliser des canaux sécurisés pour faire ce genre d'activité. Oh, t'es sur mute. Ah, ça fait un code de mute. J'ai dit, si jamais vous avez utilisé ChatGPT là, pour faire élire votre candidat préféré à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, c'était pas une bonne idée parce que ça risque de sortir. Là. Oups. Non, en tout cas. Je vais couper ça au montage. Il y a aussi les autres enjeux particuliers de l'usage de l'IA aussi, puis le fait que c'est un peu non sécurisé. Dernièrement, il y avait eu des cas de certaines compagnies de jouets pour enfants animés par l'IA. Parce que bien entendu, c'est une superbe idée que de mettre une IA complètement incontrôlée et insécurisée dans les mains de votre enfant. Pour ceux qui cherchent encore des cadeaux de Noël, le toutou avec de l'IA intégré, encore une fois, pas une bonne idée. Des cas de justement l'IA commence à agencer. C'est
C'est pas pour les enfants Oui, que t'achètes ça, c'est pour ton conjoint, puis c'est kinky, le jouet en question. Fait tu sais, c'est peut-être pas le bon auditoire dans lequel ils l'ont vendu. C'est pas pour l'enfant, là, c'est pour ton partenaire de vie, là, à qui tu dois peut-être spicer les choses. Mais on parle quand même aussi de petits trucs cute, là, des petits jouets cute, des genres... on se rappelle à l'époque, là, il y avait les petits robots pis les Furby. Imaginez-vous un Furby intelligent artificiel qui se met juste à radoter de sexe avec votre kid parce qu'il est branché directement dans un IA. Dans ce genre de mode-là, bref, don't do that. Autre conséquence que, je veux dire, personne ne l'a vu venir apparemment. Du moins pas les gens qui manufacturent ce genre d'objet-là. Et Sam, tu mentionnais les coûts environnementaux. C'est une chose aussi qu'on parle pas beaucoup. Alors que effectivement, c'est là, hein, chaque requête qu'on fait à l'IA coûte quelque chose en énergie. Je sais pas, Sam, si tu veux étendre un peu sur la question par rapport à ça. Ben, c'est l'utilisation d'énergie, mais aussi toute l'utilisation de ressources naturelles en termes de terres rares, de métaux, de ci, de ça, pour la fabrication de GPU qu'on crame à une vitesse quand même assez hallucinante. Là. D'ailleurs, le coût de la... En tout cas, oui, c'est ça. Fait que oui, il y a tout ce coût-là en électricité, en eau, en infrastructure. Puis on entend de plus en plus des municipalités qui se plaignent de la qualité de l'eau qui a changé. Parce que justement, il y a un centre de données qui sert à alimenter justement ces modèles de langage-là qui sont en train de complètement anéantir là, les nappes phréatiques, etc., des environs, avec les conséquences pour les habitants là, qui vivent pas loin des centres de données. Ça semble être un enjeu que j'ai l'impression va devenir de plus en plus grandissant. Récemment, il y avait une alerte comme quoi que nos réserves d'électricité commençaient à être basses chez chez Hydro-Québec, alors que comme peut-être que c'est peut-être pas une bonne chose de brûler autant d'électricité et d'énergie sur des data centers qui servent à ce genre d'outils-là, sachant que... Faut en garder pour miner de la crypto-monnaie. Là. Oui, mais personnellement, je préfère avoir une bonne douche chaude que de crypter de miner de la crypto-monnaie, mais à qu'est-ce qu'on fait tous, on n'a pas tous les mêmes priorités dans la vie. Mais mettons qu'à moins 40 en hiver, pour moi, le choix est relativement simple sur où est-ce qu'on devrait diriger l'électricité. Mais à chacun son opinion là-dessus, j'imagine. Bref. Ouais, mais si on parle d'électricité, au Québec, il a déjà commencé à parler à augmenter le prix de l'électricité pour ce genre de choses-là. Puis c'est pour moi un bon levier pour bien stabiliser le marché parce que si on vend parce que le prix en gros est beaucoup plus bas que qu'est-ce que nous on paye comme consommateurs normaux, à part le bloc patrimonial. On a quand même un rabais qui est très important pour les grandes compagnies. Si on coupe dans ce rabais-là, on dit OK, tu fais du blockchain, tu fais du AI, tu n'as pas le plein rabais de grands consommateurs. On donne que 50% de ce rabais-là. Ça va rebalancer le marché et savoir l'effet. Ça va remplir les coffres de l'État, là, c'est une bonne chose. De un, mais de l'autre, c'est que ça va réduire l'appétit et on va tomber dans l'optimisation. Puis j'aime beaucoup l'effet de rareté des ressources parce que la rareté des ressources oblige l'imagination. Là, on a dit on n'en a plus. L'AI nuit à ça, mais là, on n'a pas d'imagination pour régler des problèmes, réduire la consommation, réduire des choses. Il s'agit de réduire les ressources pour faire émaner ces capacités, cette imagination-là ou de trouver des façons beaucoup plus intelligentes de consommer nos ressources au lieu de faire brûler ça dans des blockchains ou dans du AI pour faire des images drôles. Mais qu'est-ce qu'on ferait sans ces images drôles là, ou ces publications tellement significatives sur LinkedIn? Je veux dire, je suis un peu coupable parce que les petites vidéos, les petits clips de quelques secondes très drôles, j'ai pendant un temps, ça m'a beaucoup diverti. Ça, j'ai un petit plaisir coupable pendant un temps, mais on se lasse rapidement du même style qui revient. Une fois qu'on en a consommé un petit peu, ça donne. Mais au début, ça m'a diverti un petit peu. Je suis un peu coupable. Mais justement, en parlant de ces vidéos-là, un autre enjeu qu'on parle pas tant non plus, qu'on n'a pas abordé, c'est la désinformation en ligne. On sait que certaines communautés chrétiennes aux États-Unis sont très fans du AI slop, là, de comme Jésus qui fait un statement en embrassant genre Trump, dans ce genre de visuel-là. Avec justement tous les impacts que ça peut avoir. On a parlé dans d'autres épisodes de la publicité générée par l'IA, de comment ça risque d'être encore plus convaincant, encore plus
d'avoir un impact sur nos choix en tant que consommateurs. Plus que je recherchais, en fait, pour l'émission d'aujourd'hui, plus que j'en arrivais à la conclusion que l'IA crée plus de problèmes qu'elle prétend en résoudre. Et essentiellement, tu sais, quand je pense à tous les bons usages potentiels de l'IA, ben, c'est ce qu'on avait était quand même good enough. Tu sais, je veux dire, oui, ça fait des bonnes traductions, mais tu sais, concrètement, Google Translate faisait la job pour la fonction qui était nécessaire. Tu sais, j'avais pas pour écrire un texte, je pouvais le faire toute seule puis avoir des correcteurs automatiques pour m'appuyer sur la formulation des phrases, etc. Est-ce que ça résout des problèmes concrètement? Tout ce coût de ressources-là, tout le coût humain, le coût psychologique, le coût émotionnel, la paresse, la dette cognitive, l'impact environnemental, l'impact sociétal avec tout ce qui est désinformation, est-ce que ça vaut tous ces problèmes-là? Est-ce que ça vaut, peu importe les solutions qu'on prétend recevoir de l'IA, ou est-ce qu'on est juste en train essentiellement de mettre le feu à absolument tout pour même pas être réchauffé au final? J'ai l'impression que tu as répondu un peu à la question, là, mais... C'est une question Tom et fermée. moi, on a un badge AI hater. Ben, tu as mentionné les publicités, puis on a eu quelques cas, puis il y en a eu un cas récent avec McDonald's qui en a fait une. Il y a eu un backlash très important sur ça. À Québec, on a eu le festival d'été qui a eu un backlash très important sur ça. J'ai l'impression qu'il y a une mauvaise lecture de la pièce de ces gens-là qui utilisent ces technologies-là pour arriver à ces points-là. Je pense qu'il y a une déconnexion qui est très grande entre le rêve de ces gens-là de vouloir économiser du temps pour arriver à quelque chose qui finalement qui est assez banal versus la réception des gens. Puis on le voit aussi beaucoup au niveau du travail, le fait qu'il y a un pushback très important des employés à adopter le AI. Puis de l'autre côté, les employeurs et bon, les firmes de AI, on comprendra qu'il y a une raison, vont pousser énormément sur l'usage du AI. Donc, j'ai un petit peu de haine sur les chargés de projet précédemment, mais dans la même perspective où les dirigeants d'entreprise qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font au niveau de terrain, ils vont pousser le AI sur les employés comme étant la solution qui va régler tous les problèmes du monde. On a l'impression que cet élément-là, il y a une déconnexion qui est très importante et on est en train de vivre un peu le fait de le pushback de non, je n'utiliserai pas du AI parce que ça me donne rien, ça ne m'améliore pas ou ça ne m'aide pas dans mon travail. Donc, je n'ai pas de raison de l'utiliser. Donc, ça n'augmente pas ma créativité, ça n'augmente pas ma production. Donc, on devrait de voir aussi cet élément-là, ce qui rejoint un peu ce que tu mentionnes, Catherine, au niveau du qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est si bon que ça? Puis, j'en ai pas vu de démon, à part mon petit péché coupable d'avoir regardé des petites vidéos de 5 secondes très drôles d'animaux avec une forme humaine là, ou d'éléments comme ça qui sont très, très drôles temporairement. Et qui a dû coûter beaucoup d'énergie pour le peu de divertissement que ça m'a apporté, mais au travers de tout ça, fait que je sais pas de comment séparer le vrai du faux, puis on le voit aussi comment séparer le vrai du faux. On parlait en pré-show de documents marketing, mais le problème de tout ce qui sort des documents qui parlent du AI, ben d'attraper qu'est-ce qui est du marketing, qui est fait pour faire de la valorisation boursière ou de la levée d'investissement. Donc, beaucoup d'intérêt, on le voit, on l'a vu pas si longtemps que ça en cyber, où là, il disait, c'est Anthropique, il disait, ça y est, on a des agents autonomes qui vont attaquer les réseaux et ainsi de suite. Il y a 30 compagnies qui sont faites attaquer, blablabla. Mais le document, le texte, c'est clairement du marketing parce qu'il n'y a pas d'informations que dans mon domaine, on va avoir publiées qui vont appuyer ce dire-là. Et c'est comme ça dans tous les domaines là, dans lesquels dit oui, on va résoudre tout, mais c'est juste du marketing. Sauf faire, j'ai pas vu de documents pour les documents dans les domaines que je suis capable de comprendre, on s'entend. Là. Je vais laisser des Sam de ce monde de parler de la médecine plus que moi je ne m'y connais pas de l'amélioration réelle. Mais on est juste dans un état marketing, plus on a c'est une bulle. De toute façon, au stade où on se parle maintenant, tout le monde le dit que c'est une bulle. Là. C'est plus juste trois personnes malheureuses qui détestent le AI dans leur sous-sol en train d'enregistrer un podcast qui disent que la bulle va exploser. Donc, il y a un réel analyse du marché qui laisse présager
que ça s'en vient pour de vrai, ces éléments-là. Là. Et un peu comme tu disais, Catherine, ben, est-ce que ça nous apporte vraiment de la valeur? S'il n'y en a pas tant que ça, les gens vont l'abandonner comme n'importe quoi d'autre. Ça fait 2 fois que je fais des grandes envolées, puis là, silence. Mais en fait, c'est drôle que tu parles du médical parce que c'est ironiquement potentiellement un des domaines où est-ce que il y a du potentiel intéressant avec l'IA. Puis je pense entre autres à une technologie de reconnaissance des grains de beauté. Parce que l'IA, c'est bon pour faire une chose, c'est bon pour faire du pattern recognition. Puis il y a des recherches qui semblent pointer que l'IA est actually pretty good à voir défiler des images de grains de beauté puis dire genre « Oh! All good » ou genre « Oh! Celui-là, il y aurait peut-être besoin d'un petit test supplémentaire. » Puis j'avais lu une citation d'une personne qui disait « En fait, notre règle, ça devrait... Ferais-tu confiance à un chien savant pour faire cette tâche-là? Puis si oui, all green, genre green light pour le AI. Sinon, tu devrais pas laisser la job à l'IA. » Puis ça fait du sens. Un chien, ça peut sniffer un cancer. Pour vrai, un chien, ça peut sniffer des drogues, ça peut reconnaître des trucs, ça peut comme... Puis obviously, tu te fies pas juste sur l'avis du chien. Il y a comme un expert qui guide cet animal-là. Mais un chien devrait pas rédiger un essai universitaire. Comme personnellement, je serais pas confiance à mon chien pour faire ça. Je suis pas sûre que... Quand on va faire ça, ce genre de trucs-là, make sense. Genre, est-ce que je ferais confiance à un animal à voir le pattern? Peut-être. Donc, peut-être que c'est une voie intéressante pour utiliser l'IA. Puis sinon, définitivement pas. Je ferais pas confiance à, encore une fois, un animal pour obtenir des conseils légaux. C'est peut-être qu'un expert en la matière, c'est encore intéressant à ce moment-là. J'avais trouvé ça très drôle comme citation, puis pour moi, ça l'avait un peu clarifié. Peut-être qu'il y a des usages, effectivement, puis tu sais, justement, ces grains de beauté-là, mystérieux, puis encore une fois, quelqu'un qui est comme stressé sur ces grains de beauté, je peux concevoir qu'une technologie qui te permet de juste prendre une photo, puis que la photo te dit comme non, c'est bon, ou genre prends rendez-vous avec un spécialiste. Je suis sûre que ça serait... Ça. Et tu sais, ces apprentissages-là sont bons. Tu sais, plus que le carré de sable est petit, plus que ça va être efficace. Comme, tu sais, comme tu reconnais, par exemple, pas mal certain que un algorithme entraîné là, sur des milliers de mammographies va être meilleur que la moyenne des radiologistes pour détecter des affaires très petites, très fines, que l'œil humain va peut-être avoir de la misère à spotter à cette grandeur-là. C'est sûr que oui, parce que là, le carré de sable, il est petit. Je te demande de montrer des points sur une image, puis ça, c'est des points normaux, ça, c'est des points pas normaux. Puis à un moment donné, je suis capable de reconnaître les points. Mais si tu dis avec ça, peux-tu, je sais pas moi, me peindre une fresque? Non, c'est pas la même chose. C'est pas c'est pas la même chose. Oui, mais en même temps, puis c'est ce qui est drôle parce que un des domaines qui aurait été de la radiologie est probablement les radiologues les plus affectés par l'arrivée du AI parce que leur travail, ce n'est que de lire des images constamment et d'être capable de trouver des problèmes médicaux. Et le volume qui est fait est quand même assez important. Donc, on aurait pu penser qu'on aurait été capable d'entraîner les modèles et à remplacer les radiologues essentiellement. Et la réponse, c'est non. Il y en a, on en embauche plus maintenant qu'on en embauchait avant le AI. Puis ça ne règle pas la situation. Puis on pensait justement que ça allait arriver à ce genre de choses-là. Donc, on n'est pas dans un contexte où ça règle le vrai problème du travail du radiologue, en l'occurrence, où ça allège son travail ou peu importe que ça, parce que ça résout pas peut-être le problème fondamental qui est ailleurs, puis qu'on a juste comme le mauvais outil pour arriver au vrai travail du radiologue qui est plus profond parce que au lieu d'analyser l'image, il y a quand même une formation en médecine. Et pour arriver à ce stade d'analyse de l'image, sa formation en médecine lui a permis de voir rapidement, de repérer, même si c'est, comme tu le mentionnes, peut-être une petite affaire, un petit knick-knack sur l'image, mais la façon, son entraînement va l'amener à détecter ce que la machine, ce que le software n'est pas si bonne que ça. Puis l'exemple à ça, puis probablement qu'il est rendu invalide maintenant, à une époque, il avait entraîné un modèle et ils se sont rendus compte que ce que le modèle détectait,
c'était pas le problème de santé, il détectait sur quelle machine l'image avait été prise. Donc, incidemment, comme les images avec le problème de santé étaient d'une telle machine et ceux des autres, ben, dès que tu avec la machine qui était comme plus un biais, mais automatiquement, elle sortait comme ça. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments là-dedans que la capacité heuristique de l'humain n'est pas encore facilement repérable et encore plus l'image très drôle de c'est pas parce que t'es capable de détecter un cancer des poumons que tu vas être capable de faire une fresque. Effectivement, ça aussi, le passage d'un à l'autre est pas en tout cas, bref, il est loin à mon sens. Hein. Et non, il n'y a personne qui va perdre sa job dans les prochaines années. C'est ceux qui étaient inquiets, même les médecins qui auraient pu potentiellement être affectés par ça. On va continuer à en avoir de besoin des gens qui étudient longtemps et qui maîtrisent les subtilités du corps humain. Là. Ça où on va perdre nos jobs, ça va durer quelques mois avant qu'ils se rendent compte que finalement, il va falloir être réembauché. On finit sur une note optimiste? Oh my God! C'est ce que la plupart des compagnies font maintenant. Ils ont congédié des 6-7 000 employés, ils sont obligés de les réembaucher après parce qu'ils se rendent compte que l'espèce de lubie du gestionnaire en question, du propriétaire, n'a rien à voir avec le réel. Les humains, on a besoin d'humains pour faire fonctionner la machine, en somme toute, essentiellement. J'adore ça. Façon fantastique de terminer potentiellement notre dernier balado collaboratif de l'année 2025 sur une note positive. Vous ne perdrez pas vos jobs grâce à l'IA. Selon Nicolas Lebrec. J'adore. Citez-moi, allez. Ça va sûrement très mal vieillir, mais ça va être drôle. On s'en reparle l'année prochaine. Après que la soi-disant bulle va avoir éclaté et toutes ces prédictions-là qui sont faites un 16 décembre. On a hâte que l'année 2025 termine. Là. Pour l'instant, gardons le sourire. Terminons sur cette note positive. Et merci. Merci d'avoir participé avec nous aujourd'hui. Donc, on vous rappelle de aimer, partager le balado si vous l'avez apprécié. Hein. Ce balado fait par des vrais humains et non pas de l'IA. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Bonne journée, bonne année. Bonne année à tout le monde. À l'année prochaine. Bonne année. On le mérite. Oui, bonne année. Joyeuse fête, comme ils disent. Avec beaucoup de divertissement, pas beaucoup d'AI. Des humains. Vous voyez des humains. Si, c'est vrai, juste fermer là-dessus. Si vous voulez pas tomber dans la psychose du AI, vous voyez des humains, ça va être le meilleur remède qu'on peut pas conseiller contre ce genre de choses-là. Sur ça, profitez de ce temps-là.